scientifique. La biodiversité, Gilles Boeuf, qu'est-ce que c'est? Alors, le terme est apparu il n'y a pas très longtemps, c'était en 1985. Jusque-là, on parlait d'associations de protection de la nature. Et en 1985, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des écologues de la conservation, une nouvelle discipline qui n'existait pas avant. Ils créent une revue qui s'appelle Conservation Biology aux États-Unis, en Californie. Et ces gens-là créent le terme de biodiversity, diversité biologique. Et en fait, pendant un bout de temps, il va rester dans le sérail des écologues, dans les laboratoires. Et il sortira en 92, lors du deuxième sommet de la Terre à Rio, où là, le terme sort des laboratoires et va à la rencontre du grand public. Aujourd'hui, essayer d'ouvrir un média où on ne parle pas de biodiversité, je crois que ce n'est pas possible. Il est passé partout. Mais alors attention, parce que ce terme biodiversité... Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas juste un catalogue, non. Ce n'est pas juste un inventaire des espèces qui peuplent la planète. Pas du tout. Les gens imaginent effectivement que c'est une collection de papillons au Muséum d'histoire naturelle, une collection de coquillages, de fossiles. Non, c'est plus intéressant que ça. La biodiversité, en fait, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, y compris les bactéries, hein, quand je parle d'êtres vivants, moi ce sont les bactéries, les protistes, hein, les animaux unicellulaires, c'est pas des animaux, les organismes unicellulaires à noyaux, par exemple des levures, par exemple, hein, des micro-champignons, ce sont aussi les champignons, ce sont ensuite les plantes et les animaux. Tout ça, c'est l'ensemble des organismes vivants. Donc quelles relations ont-ils établies entre eux et avec leur environnement? Si on veut une définition extrêmement simple, la biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature. Quand la Terre se forme, 4,6 milliards d'années, maintenant elle est assez bien datée, hein, donc le Soleil donne la Terre, plus tard la Lune qui va partir de la Terre. Il y a une nature antérieure. Hein. Il y avait, avant que la vie n'apparaisse sur la Terre, il y avait du vent, il y avait un océan, il y avait des marées, il y avait des éruptions volcaniques, il y avait des tsunamis, mais il n'y avait pas de vie. Et la biodiversité commence le jour où la première cellule ancestrale, alors une cellule c'est quoi? Toute la vie ce sont des cellules. C'est quoi une cellule? C'est une membrane avec un intérieur et un extérieur, avec des relations bien sûr de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Cette cellule, elle peut se dupliquer. Au départ c'est très simple, hein. Une cellule mère donne 2 filles, copie exacte de la maman, puis 4, puis 8. Et toute la biodiversité se développe dans l'océan ancestral pendant plusieurs milliards d'années, avant qu'on apparaisse un phénomène intéressant qui est le sexe. Vous savez tous que le sexe est très compliqué, mais c'est génial. Hein, c'est comme ça que le vivant a trouvé des systèmes d'échange de matériel génétique. Alors maintenant, on parle d'un papa et d'une maman. À l'époque, il y a 2 cellules. Le sexe n'est pas très branchant chez les bactéries. Hein. Il y a une rose, une bleue. Elles font ce qu'on appelle un transfert latéral de gènes. Et c'est fantastique. Pourquoi? Parce que ce brassage de gènes vous amène des nouveautés qui vont vous permettre de vous adapter. Si vous êtes une copie de la maman, ben, tout ce qui a été délétère à la maman sera délétère pour vous. Si vous êtes un brassage entre une maman et un papa, entre guillemets, quand je parle de cellules, hein, vous allez avoir de nouvelles possibilités. Un enfant n'est en aucun cas le reflet ni de la maman ni du papa. Il a un mélange des deux, il a une plus grande puissance de capacité adaptative. Et c'est comme ça que le vivant, dans l'océan au départ, la vie n'était que dans l'océan à cette époque-là, va être capable de se diversifier. Donc la biodiversité est née sur le minéral. Elle n'est pas venue comme ça par hasard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un monde minéral et vivant qu'on a beaucoup opposé, mais qui sont très proches. Alors la vie, effectivement, s'est développée sur Terre. Il y a eu des extinctions importantes d'espèces aussi. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on arrive à un tournant, puisqu'actuellement, on parle de la 6e extinction massive des espèces. Quel constat faites-vous précisément? Alors, c'est une proposition qui a été faite dans un papier dans Nature, c'était en 2011, mars 2011. Barnowski et ses collaborateurs en Californie sont des géologues. Disent voilà, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, avec effectivement un effondrement, alors moi je vais revenir un peu sur les extinctions, je suis un peu plus mitigé. On voit un effondrement, non pas des espèces aujourd'hui, on voit un effondrement du nombre d'individus dans les populations. Effondrement accéléré aussi. Absolument, clairement. La moitié des lions est partie en 40 ans. Le guépard est en train de disparaître sous nos yeux, les 2 espèces de rhinocéros aussi. Qu'est-ce qu'on connaît des bactéries ou des champignons? On ne connaît pas grand-chose là-dessus. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est qu'effectivement, sur un laps de temps court, il se passe des choses. Et qu'est-ce que disaient les géologues en 2011? Ils disaient, voilà, une grande crise d'extinction, c'est l'extinction, il parlait d'extinction à ce moment-là, d'au moins les 3/4 des espèces vivantes sur les continents et dans l'océan en un temps court. Et c'est là qu'on a un gros débat aujourd'hui avec le monde politique. J'écoutais le débat tout à l'heure entre nos amis Viard et puis Cynthia Fleury. Le monde politique est extrêmement court. On est élu pour quelques années sur un petit territoire. Le monde du vivant que j'évoque ici, il est extrêmement long. La vie
presque 4 milliards d'années, la Terre 4,6 milliards d'années. Ce qui veut dire qu'effectivement, on est sur des époques tout à fait différentes. Et ça a été fréquent au cours de l'histoire de la Terre. On parle d'extinction. On a eu au moins depuis 800 millions d'années 60 crises d'extinction, dont 5 majeures. Dont celle des dinosaures. Il y a quand même 65 millions d'années. Oui, c'est ça. La dernière, c'est ça, celle qui a effondré les dinosaures. Mais qu'encore on peut discuter parce qu'il reste quelques dinosaures après. Il en manquait les 3/4 quand la météorite géante s'impacte sur le golfe du Mexique à Chuchuclub, un petit village mexicain. Hein. Donc c'était vraiment une météorite. Oui, ah oui, là oui, clairement. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui veut dire que l'effondrement en peu de temps. Alors aujourd'hui, ce qu'on vit effectivement, c'est que les activités humaines ont déclenché un système depuis, allez. Pour moi, ça commence, Pascal Pic va nous parler tout à l'heure, la domestication du feu a été pour moi la première grosse différence entre l'humain et l'animal. On domestique le feu. Et le feu va être incroyablement socialisant. Il y a plus de 1,5 million d'années quelque part. Et c'est vrai que ce feu, ensuite, ça va être effectivement le passage, beaucoup plus récemment, de l'invention de l'agriculture et de l'élevage. On est vers 12 000 ans. Il ne reste plus que Homo sapiens à cette époque-là. Et puis après, ça va être la machine à vapeur. On passe du cheval animal au cheval vapeur, et du jour au lendemain, il faut du pétrole et du charbon, et ça, on va en parler, puisque ça a entraîné ce changement climatique rapide dont on parle aujourd'hui. Et puis après, on est arrivé à ce que Cynthia appelait tout à l'heure l'anthropocène, c'est-à-dire la fraction de l'histoire de la Terre et de la vie, dans lequel le plus puissant moteur du changement, c'est l'humain. Donc c'est ça qui expliquerait aujourd'hui une crise. Alors est-ce qu'on est en crise? Moi, c'est quelque chose que je regarde d'assez près. C'est assez différent des crises qui se sont passées. En tout cas, on vit aujourd'hui un épisode extrêmement délétère d'effondrement des populations vivantes, plantes, animaux, champignons et aussi protistes. Et autre constat, l'être humain semble aussi atteindre ses limites. L'être humain a atteint un plafond en ce qui concerne l'espérance de vie depuis quelques années, y compris aussi dans les records sportifs. Alors, est-ce qu'on a atteint nos limites, les limites Ça, c'est une question l'humain qu'on pose dans un papier qu'on a publié aux États-Unis il y a 3 semaines, qui fait pas mal de buzz, là, qui s'appelle « Are we reaching the limits of Homo sapiens ?» Est-ce qu'on atteint les limites responsables de cette... Alors, justement, il y a une double question là-dedans. Qu'est-ce qu'on constate? On a pris comme critère 3 critères. La durée de vie. L'humain a pris 35 ans de durée de vie depuis 1850, 35 années. Et tous les ans, les femmes en particulier, parce que sur les 50 records du monde du plus vieux de la Terre, il y a 48 femmes. Hein, vous vivez, mesdames, plus longtemps que les garçons, c'est comme ça. Il n'y a que 2 hommes qui ont été recordman du monde pendant quelques mois. Alors, j'ai suivi de très très près les recordman du monde. Hein. Jeanne Calment a été quand même la personne qui a vécu le plus longtemps, 122 ans, 4 mois et 14 jours. Elle est morte il y a 10 ans. Aucun humain n'a atteint cet âge-là aujourd'hui, bien documenté bien sûr. Aujourd'hui, vous verrez les records du monde 113, 114, 113, 114. Il y avait une Italienne, Eva Morano, qui est morte au début de l'année. Elle était née en 1899. C'est le dernier humain né au 19e siècle. En ce moment, c'est une Jamaïcaine qui doit avoir 113 ans. Il y a eu un Polonais qui a été à peu près au même âge. Donc, on regarde ça. Et ce qui est intéressant aujourd'hui... Il y a des records, mais qui ne sont pas forcément... Il y a une Philippine qui, pendant qu'elle a 140 ans, on a quand même vérifié ça, il n'y a pas d'acte de naissance. Vous vous rappelez la vieille légende aussi des Russes du Caucase qui vivaient très longtemps? Ça nous a beaucoup intrigué, ça. On a fait une enquête, on s'est rendu compte que les types, pour ne pas aller à la guerre en 40, avaient pris les papiers de leur père. Et en fait, tous ces vieux Russes, en mangeant que du fromage, en fait, c'était 2 générations qui s'étaient sommées comme ça. Donc aujourd'hui, Jeanne Calment est la recordwoman, toutes catégories confondues. On plafonne 113, 114. Et de plus en plus de centenaires, ça c'est très vrai, dans les pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, le Japon, les États-Unis. Au Zimbabwe, l'espérance de vie, c'est 64 aujourd'hui. L'espérance de vie d'un clochard parisien, c'est 46. Vous voyez que ça dépend beaucoup de votre mode de vie. Hein. Donc ça, on est au taquet. Ça veut dire que depuis 10 ans, on perd, les femmes françaises et les femmes japonaises perdent 3 mois d'espérance de vie par année en ce moment. Donc, faux de dire qu'on vit de plus en plus vieux, ce n'est pas vrai en ce moment. Deuxième remarque, la taille. On a grandi sans arrêt depuis 1850, on a bien mesuré ça. Alors, ce n'est pas forcément génétique, parce qu'on n'aurait pas pu gagner autant de centimètres. C'est lié en fait au fait que les gamins aujourd'hui n'ont plus de carence, ils n'ont pas vécu les guerres. Les petits pots des bébés, là, ça faisait pas mal de bien, effectivement. Donc, des gens petits avaient des grands enfants. Moi, j'ai mes étudiantes, maintenant, il y en a qui font 1m80, 1m83. Hein. Et bien, ça s'arrête. Il y a un très beau travail qui a été fait chez les Hollandais. Ils ont mesuré tous les Hollandais. C'est fini. On ne prend plus 1 millimètre d'accroissement des populations. Et c'est vrai dans le monde entier, en fait, depuis une dizaine d'années. Donc, on arrête de grandir. On arrête d'être de plus en plus ancien à un moment de la mort. Et le troisième critère qu'on a pris sont les records sportifs. Alors, on aurait pu en prendre tout ce que vous voulez. On a pris le 800 mètres plat. Le 800 mètres plat est intéressant parce que c'est la course la plus dure. Vous êtes à la vitesse développée sur les 100 et 200 à fond,
en anaérobie, et 800 c'est long, ça dure un peu moins de 2 minutes, donc c'est très très dur comme course de 800, garçons et filles. On a pris le saut en hauteur, qui est un élément essentiel, on saute, hein, et le lancement du poids. Alors, le lancement du poids, c'est génial, parce que chez les femmes, il y a beaucoup de femmes ici dans la salle. Pourquoi, mesdames, aucune femme au monde aujourd'hui ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1985? Pas inintéressant, hein? Elles sont à 1 mètre derrière aujourd'hui, les filles. Hein. Un peu dopé. Donc, toutes les courbes j'aurais pu les amener ici sont au taquet. On est effectivement au maximum des performances atteignables. Et là, la question que tu évoquais, Élise, est importante. Est-ce que c'est parce qu'on a atteint la limite de la physiologie humaine? On a un nombre d'os toujours le même, 209, on ne bouge plus du tout. On a un nombre de cellules qui est fini. L'humain, comme n'importe quelle espèce vivante, ne fera pas 3 mètres de haut, comme l'ont fait effectivement certains animaux. Il ne pèsera pas 200 kilos ou 1 tonne. Donc on peut imaginer qu'on a atteint les limites dans les conditions effectivement d'expression de ces limites offertes par une nutrition, une protection du bébé bien sûr. Ou alors, est-ce qu'on n'est pas en train aujourd'hui, dans cet accroissement qu'on avait connu, dans un système où les auto-agressions que nous-mêmes on crée sur l'environnement nous freinent? Car on ne l'a pas évoqué, mais il y a aussi de plus en plus de cas de cancer, notamment des cancers du sein chez la femme. Et ça joue sur la durée de vie, ça. Hein. C'est sûr qu'il y a des maladies, par exemple, qu'on n'avait pas. Hein. Alzheimer, on ne l'avait pas parce qu'on ne vivait pas assez vieux pour pouvoir récupérer des maladies comme ça. Mais les problèmes de diabétique aujourd'hui, de diabète de type 2, les problèmes aussi d'obésité, d'autisme, les États-Unis ont perdu de l'espérance de vie récemment. Pareil, oui. D'autisme ou d'Alzheimer aussi, on se rend compte que le problème, c'est qu'il faut qu'on admette que l'humain n'est pas unique. Alors, est-ce que c'est parce qu'on détruit la nature? En partie. C'est surtout parce que l'humain est trop arrogant. L'humain doit tuer 2 terribles défauts. L'arrogance, surtout chez les mâles. Les femmes sont beaucoup moins arrogantes que les garçons. Et la cupidité. Et là, malheureusement, c'est aussi cupide chez les filles que chez les garçons. Donc, si on arrive à faire abstraction de ça, on a des capacités de progrès qui sont possibles. Donc la question c'est, est-ce que ces limites ne sont pas liées effectivement aux perturbateurs endocriniens qu'on répand partout, à l'air que l'on respire de plus en plus pollué, au fait qu'aujourd'hui plus de 15% des bébés sont allergiques, avant c'était 1 ou 2%. Il y a plein de maladies qu'on ne connaissait pas. Dans les 70, il apparaît 300 maladies nouvelles en France depuis 1940, qui étaient complètement insignifiantes ou qu'on ne connaissait pas. La question, est-ce que c'est lié effectivement à ces modifications environnementales que l'on crée autour de nous? Alors, malgré ce tableau un peu noir, vous refusez d'être catastrophique. Oui, je ne suis surtout pas un catastrophiste. Et vous dites qu'il est encore temps de changer, de s'adapter, de s'inspirer notamment de la nature, de ce qui se fait aujourd'hui dans la nature. Les 7 milliards d'individus qui peuplent la planète ne sont pas seulement une espèce invasive. On peut, nous aussi, inverser ce processus en s'inspirant invasif par rapport à qui et à quoi? Vous comprenez, ça me fait hérisser le poil quand on parle d'espèces nuisibles ou utiles. Utile par rapport à qui? Est-ce que pour le moustique, l'humain est nuisible ou utile? Il est utile puisqu'on lui pompe du sang. Hein. Mais la question, c'est que l'humain imagine que des espèces sont inutiles, ça c'est intéressant à discuter, ou sont nuisibles. Il n'y a pas aujourd'hui d'espèces inutiles. Ça dépend. Le moustique est utile? Ah mais bien sûr, qu'est-ce que dirait l'hirondelle? Elle n'a plus rien à bouffer, l'hirondelle ou le martinez, il y a plus de moustiques, donc effectivement, il faut bien voir sur quel niveau on se place. Mais l'espèce nuisible, ça n'a pas de sens pour moi. Ça veut dire que la nature aurait inventé des trucs avant que les humains n'apparaissent pour les emmerder quand ils allaient apparaître un petit peu plus tard. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Hein. Ça dépend sur quel point de vue on se place pour parler de ça, bien sûr. Donc les espèces, elles sont à leur place. Chacune a un rôle dans la communauté générale. Aujourd'hui, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces recensées. Encore une fois, bactéries, protistes, champignons, bactéries, animaux. Un peu plus de 2 millions d'espèces. 300 000 dans l'océan, 1,7 million sur les continents. L'humain est une des espèces. Mais ce qu'on oublie un peu, c'est qu'un corps humain, c'est au moins autant de bactéries sur sa peau, dans ses cheveux, qui peuvent être super par ailleurs, les cheveux, hein, les trous de nez, les oreilles sont remplis de bactéries. Le tube digestif d'un humain contient un niveau bactérien absolument incroyable, qui joue un rôle déterminant sur notre état de santé. Une grande partie des maladies actuelles sont liées à des modifications de ces bactéries sur la peau ou dans le tube digestif, parce qu'on utilise à tort et à travers les antibiotiques et qu'on mange n'importe quoi. Et ça déclenche des pathologies. Ce qu'on fait maintenant, par exemple, on est en train de reprendre des fesses d'un type svelte pour le remettre sur un obèse, pour changer ces bactéries, pour qu'il maigrisse. C'est assez fantastique. Et ça marche. Donc vous voyez que la relation intime entre un corps humain et ses bactéries est absolument essentielle. Un humain, il n'est pas seul et unique. Il n'est jamais seul. Il est dans un milieu incroyable de bactéries. Et je terminerai sur l'histoire de... J'avais une photo, j'aurais pu vous l'amener. Votre lit ce matin. Entre 1 et 2 millions d'acariens par lit humain chaque matin. Parce que vous y avez dormi.
Si vous vous barrez dormir ailleurs, ils vont s'en aller, ils n'ont plus rien à bouffer. Hein. Ils mangent vos poils, vos cheveux, vos tas de trucs. Je dis souvent à mes étudiants, vous avez plus de relations intimes avec les acariens de votre lit qu'avec votre copine, finalement. Hein. Et c'est ça, la biodiversité. Et pour moi, le plus beau tableau que je montre de biodiversité, c'est un plateau de fromage avec du vin et du pain. Et le français, il n'existe pas sans vin, sans pain, sans fromage. C'est bourré d'acariens, de levures, de bactéries. C'est ça, la biodiversité. On est dedans jusqu'au cou, on ne peut pas y échapper, ce qui veut dire qu'il faut qu'on s'en préoccupe. Et dès le moment où on va admettre que nous aussi, on est la biodiversité, reconnaît que pour une espèce qui s'est appelée elle-même Homo sapiens, il faut vraiment être stupide pour l'attaquer. Alors on peut s'inspirer notamment d'un nouveau courant philosophique, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, c'est la bio-inspiration ou biomimétisme, et vous n'aimez pas trop ce terme. Qu'est-ce que c'est d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire, bio-inspiration? Je vais relancer à Vinci. Vinci qui était certainement un des plus génies incroyables qu'ait connu l'humanité. Vinci disait « Prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Et quand il dessine l'ailante, il n'a jamais fait voler de machine, mais il a dessiné l'ailante, le pré-avion. Il s'est toujours dit, le vivant a inventé des choses absolument incroyables. Quelle est la grosse différence entre le vivant, entreprise incroyable, 4 milliards d'années, elle a subi des super avatars, on a parlé des crises tout à l'heure, elle est repartie en permanence. Et c'est la plus belle entreprise que je connaisse, c'est la vie, effectivement. Hein. Et ce vivant fait tout avec parcimonie, très peu d'énergie. La seule énergie du vivant, c'est la lumière solaire, il n'y en a pas d'autre. Ensuite, ce vivant utilise très peu d'énergie. Toujours, il choisit la voie la meilleure en énergie. Et en plus, surtout ce qui est intéressant aujourd'hui, il ne produit pas de produits toxiques. Dans la nature, quand vous produisez un déchet, vous avez un acheteur. Quelqu'un vous l'achète. Le scarabée-bousier mange les bousses de vache et puis c'est mangé par autre chose. C'est ce qu'on a oublié aujourd'hui. On a des technologies et des usages d'énergie démentielle, délirants. On produit des produits toxiques en permanence. Et ce matin, j'écoutais Étienne, quand on parlait d'innovation. Pour moi, c'est clair que la vraie innovation, le vrai progrès, si on peut définir ce mot, ça serait quelque chose qu'on ferait avec une grande parcimonie d'énergie, sans produire de produits toxiques, c'est évident, et qui crée de l'emploi. Ça, effectivement, ça peut amener à un vrai progrès et une vraie innovation. Mais si ça ne répond pas à ces critères-là pour les 7,6 milliards d'humains, ça n'a pas d'intérêt. Donc on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Le mimétisme, effectivement, bioaspiration, on s'inspire du vivant, on ne la copie pas, ça va être des tas d'inventions. On a quelques-unes, par exemple. Des applications. Plein. On marche beaucoup. On a créé un centre, le CEBIOS à Senlis, qui est le centre européen de réflexion sur le biomimétisme, que j'ai présidé pendant 1 an, où on regarde comment on peut mettre en relation des entreprises, des PME, des grosses entreprises, avec des chercheurs, des ingénieurs, pour faire avancer les choses. Regardez par exemple le cas des wingless d'avion. Vous vous rappelez, quand vous prenez l'avion maintenant, il y a 15 ans, ils n'avaient pas le bout des ailes relevées. Ils l'ont maintenant. On gagne du carburant. Vous prenez le cas aussi, par exemple, des vitres auto-nettoyantes inspirées de la feuille de lotus. Un très bel exemple, c'est le Shinkansen. C'est un train ultra rapide japonais qui a été construit parce que le meilleur CX de pénétration dans l'air qu'on ait trouvé, c'est le bec, la tête du martin pêcheur. On a regardé comment il faisait. En plus, il change de l'air à l'eau, ce truc, c'est incroyable. Donc, on a fait un train de cette forme-là. Drame, il était ultra bruyant, ce train. Donc, on a fait une double bio-inspiration. On l'a recouvert d'un revêtement inspiré des plumes du hibou. Parce que si le hibou fait du bruit, il ne bouffe pas. Ça me dirait, mais c'est terrible, mais avant qu'il l'attrape. Hein. Donc, le train, il est 2 fois bio-inspiré, le hibou et le martin pêcheur. Et on fait le train le plus rapide du monde et le plus silencieux. Un bel exemple aussi, c'est par exemple vos GPS. Comment le GPS calcule aussi vite que ça, en quelques secondes. Hein, voilà, je vais demain de Lyon à Strasbourg, la distance, le chemin le plus rapide. Eh bien, on s'inspirait des fourmis. Hein, on fait des petites fourmis électroniques qu'on met dans les circuits au départ, qui vont très vite simuler le système, parce que les fourmis vont aller très vite à leur zone d'alimentation en faisant de phéromones de piste, elles déposent des odeurs. Hein. Et plus il y a d'odeurs, plus on va vite. Et ça marche très bien. Autre exemple intéressant, c'est un petit scarabée, un ténébrioni du désert de Namibie, un désert incroyable, c'est le désert le plus ancien du monde, au Namib, en Afrique du Sud, où là vous avez un petit coléoptère dans un désert où il ne pleut jamais. Tous les matins, il lève le derrière au soleil, et il avait des drôles de structures sur les élytres qu'on avait regardées, on les a copiées, et il fait une goutte d'eau tous les jours. Il condense au point de rosée l'eau qu'il lui faut pour sa journée. Il boit cette goutte d'eau et tranquille pour la journée. Il va recommencer le lendemain. Donc on s'en est inspiré dans le désert d'Atacama, à la frontière entre le Chili et le Pérou, pour faire des structures inspirées des formes des élytres de ce petit coléoptère. Et on fait de l'eau dans le désert. J'en aurais comme ça peut-être à vous raconter. Il y a Alain Renaudin qui est dans la salle, qui travaille beaucoup là-dessus. On a des dizaines et des milliers d'exemples sur ces questions-là. On fait des bétons inspirés d'éponges de Méditerranée, béton plus résistant que les nôtres, beaucoup plus souple au séisme, ça ne se casse pas, beaucoup plus léger
Et quand vous avez terminé, vous les compostez. C'est génial. Je vais terminer par une libellule, parce que j'adore les libellules. Ça pèse 1 gramme, une libellule. La libellule, elle est capable d'avoir 9 techniques de vol. Elle encaisse 30 G en accélération. Un pilote de chasse, au bout de quelques G, le type, il a les neurones rendus derrière, ça ne marche pas du tout. Ma libellule, elle encaisse très bien ça. Elle vole à 100 km/h avec quelques watts. Et elle fait ça depuis 345 millions d'années. Alors, au lieu stupidement, comme fait l'humain, d'aller assécher les mares, de mettre des pesticides dedans, de tuer toutes les libellules, ayant du respect pour elles, regardons comment elles fonctionnent. Et il y a plein d'exemples comme ça en permanence. Donc l'idée, c'est effectivement d'aller chercher dans le vivant, et de plus en plus les grandes entreprises y croient, hein, des inspirations pour faire des matériaux nouveaux, des process nouveaux, du recyclable aussi. Mon ami Bilou Jourdain, qui a gagné 2 Jacques Vabre et 2 Routes du Rhum, a une petite entreprise en ce moment à Concarneau, où il fait des bateaux rapides de course, hein, des bateaux du Vendée Globe, en fibre de lin, sans résine. Et lorsque le bateau a fini sa vie, on le composte. Donc c'est ça qui est absolument génial. Et pour ça, il faut du respect pour le vivant. C'est bien par la bio-inspiration que pourra se faire la transition énergétique. Est-ce qu'elle est en marche, selon vous ? C'est un des aspects. Hein. Je ne dis pas qu'on va tout résoudre comme ça. Il y a aussi les sciences participatives. Oui, alors comme je termine sur la bio-inspiration, c'est quand même, il y a un aspect un peu inquiétant, c'est que qui s'est y intéressé au début ? Les militaires. Les militaires s'intéressent énormément. Comment on modélise la peau d'un espadon qui nage en mer à 130 km/h ? Aucun modèle physique ne dit que c'est possible. Et comment il le fait ? Parce qu'il a des bactéries symbiontes qui vivent sur sa peau en permanence, qui le recouvrent, et qui jouent sur la vélocité de la viscosité dans l'eau, en fait. Hein. Alors, qu'au demain, on va recouvrir des sous-marins avec des bactéries de dauphins, mais ça inspire beaucoup les militaires, ces histoires-là, bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est un aspect intéressant pour faire beaucoup mieux que ce qu'on fait, en économie d'énergie, sans produire de déchets et en créant de l'emploi. Donc, on peut y rêver un petit peu, quand même. Alors pour terminer cette première partie avec vous, Gilles Boeuf, donc il y avait cet autre aspect, les sciences participatives, que vous avez contribué à mettre en place au Muséum national d'histoire naturelle. Ça existe aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, c'est les Citizen Sciences. C'est le fait, pour un chercheur, d'aller chercher une aide, et ça marche dans les deux sens. Hein. Qui va chercher le premier ? Le chercheur va chercher le public, ou le public vient au laboratoire chercher le chercheur. Ça marche dans les deux sens. C'est le fait de dire, voilà, je vais faire des expériences en grandeur nature, avec tous les citoyens. Tous ici dans la salle, vous pouvez faire des sciences participatives. Papillons de mon jardin, les oiseaux de ma rue, sauvages de ma rue à Paris, avec tout ce que vous voulez. Sans être un spécialiste, ça marche très bien. Je vais prendre un exemple. On publie dans Nature Climate Change, en janvier 2012, un papier avec 10 000 personnes. Quel labo peut faire ça ? 10 000 personnes. On ne les paye pas, ils sont bénévoles, les participatifs. 10 000 personnes. 1,5 million d'heures d'observation. Et qu'est-ce qu'on démontre en 18 ans ? Que nos oiseaux en Europe de l'Ouest ont fait 33 km vers le nord et nos papillons 114. Et que pour 1 degré de plus, on va revenir au climat, en augmentation de la température, ils devront faire 250 km vers le nord. Ce qui est intéressant pour nous, chercheurs, pour les participatifs, c'est qu'ils sont partout et tout le temps. Et le fait de travailler avec eux les responsabilise, ce qui veut dire que moi, chaque fois que j'ai des participatifs qui viennent me voir au muséum pour faire un travail sur les oiseaux, sur les poissons, un paysan peut être un participatif, un pêcheur peut être un participatif, un pêcheur à la ligne ou un pêcheur professionnel. Tous les gens, un chasseur, qui sont dans la nature, nous donnent de l'information qu'on va organiser ensemble et on sort des résultats pour nous permettre de mettre au point des systèmes de gestion bien meilleurs que ce qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup Gilles Boeuf. On va s'arrêter là pour cette première partie sur cet éclairage. Un éclairage passionnant que vous nous avez livré sur la biodiversité, sur le biomimétisme, que vous pouvez bien sûr réécouter, puisque cette émission est retransmise sur RCF Lyon, à réécouter donc en podcast ou sur notre site rcf.fr. Et on va passer avec vous à la seconde partie de cette conférence, de votre intervention. Vous allez nous parler d'une espèce emblématique pour vous que vous avez étudiée pendant très longtemps. C'est le saumon, qui illustre bien aussi la capacité des espèces à s'adapter à leur environnement, à s'adapter au changement climatique. Je vous laisse la parole. Alors, je vais rebondir un tout petit peu sur adaptation. Et après, je vais revenir à mon cher saumon. C'est lié, bien sûr. J'ai passé 18 ans sur l'étude des migrations des saumons. Pourquoi ce petit poisson s'en va d'ici, pas très loin. Il part de l'Allier, c'est pas si loin que ça. Et il va au Canada, il revient. C'est la question de l'adaptation. J'ai visité, quand j'étais avec Ségolène Royal, une vingtaine de pays africains. Donc j'ai rencontré des chefs d'État africains qui, chaque fois, on voulait leur signature pour la résolution de l'accord de Paris, évidemment. Ils me disaient, voilà, on doit s'adapter face à tous les changements qui se produisent. Puis ils me disaient, vous savez, des fois, c'est de votre faute à vous, pays riches, qu'on doit s'adapter parce que c'est vous qui avez émis le CO2 en excès qui nous crée les problèmes du climat aujourd'hui. Sauf qu'ils oublient une chose, que c'est eux qui ont déforesté.
Il y a un double problème, c'est effectivement le climat qui change, mais aussi la forêt qui est partie. Sans forêt, aller à Haïti, aller à Madagascar. Madagascar, on découvre Madagascar il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il y avait 92% de forêt. Il reste 10% aujourd'hui. Ce qui veut dire que chaque fois qu'un Africain enlève de la forêt, il s'appauvrit. Et je pense aux 700 millions de femmes en Afrique qui, tous les jours, vont couper du bois pour chauffer de l'eau. Ça, c'est un drame qui est extrêmement... Déforestation et changement climatique. Donc, il faut s'adapter. OK, on a tous adapté, parce que le vivant s'est toujours adapté depuis les origines de la vie, quand ça changeait à l'extérieur. Mais pour s'adapter, et moi je suis physiologiste, c'est mon métier de base, aucune espèce vivante, là je vais être un petit peu solennel, ne s'est jamais adaptée sans changer. Et puis ce matin on discute, on ne change pas, on ne change absolument pas. Voilà pourquoi on n'arrive pas à résoudre nos problèmes. On attend d'être au pied du mur. Complètement. C'est le défaut de l'espèce dès le humaine. moment où on va accepter de changer et de ne pas avoir la même vie qu'aujourd'hui, c'est pas le retour en arrière, j'y crois pas. Je ne crois pas non plus à la décroissance. Je ne suis pas du tout favorable à ces problématiques-là. On ne va pas revenir à la caverne ou à la bougie. Et moi qui suis enseignant d'université, et c'est la raison pour laquelle je reste optimiste, parce que je ne suis pas là pour désespérer les jeunes, au contraire, hein, ils vont prendre le relais. On leur lègue une planète qui effectivement a quelques difficultés, il faut le leur dire. Sans les désespérer, c'est fondamental pour moi. J'ai 3/4 de filles, hein. J'enseigne en médecine, il y a 3/4 de filles en médecine aujourd'hui. À vétérinaire à Maison-Alfort, j'ai 3/4 de filles. À l'agro, il y a 3/4 de filles. Et en écologie, à Jussieu. Je ne suis pas là pour désespérer. Elles ont 23 ans, je ne suis pas là pour les désespérer. Par contre, il faut qu'elles prennent leur part de travail. Je reviens aux Africaines. Les femmes ont une perception des changements différente de celle des garçons. Je crois très fort au rôle des femmes dans la résolution des problèmes qu'on évoque ici. Le problème de la démographie, par exemple, hein, c'est un problème de filles, c'est pas un problème de garçons, ça. Donc c'est vrai que les petites filles à l'école, c'est fondamental. C'est le plus grand crime que commet l'humanité aujourd'hui, c'est de ne pas enseigner les petites filles. Gandhi disait, enseigner un petit garçon, c'est enseigner une personne. Enseigner une petite fille, c'est enseigner une famille. Donc voilà, je voulais dire ça en préalable pour montrer les relations, adaptation, et puis ces questions de changement. Alors je reviens à mes saumons maintenant. Pourquoi le saumon est intéressant? Parce qu'il naît en eau douce. Très loin de la mer, quelquefois. Je vais prendre le cas de la France. Il y a 2 rivières très longues, l'Allier en France, Allier-Loire, et le Yukon en Alaska. Les animaux naissent à 1000 km de l'océan. Bon, ils vivent dans une zone d'eau douce, hein, c'est un œuf, un gros œuf, qui donne un petit poisson, qui va vivre entre 15 mois et 2 ans dans cette rivière. Et puis un jour, il lui prend une idée assez fixe et curieuse, il s'en va. Il s'en va où? Trouver l'océan. Il ne connaît pas. Donc ça veut dire que quelque part chez lui, il est inscrit quelque chose, tu vas partir. Et je me suis intéressé à ça, c'est comment il choisit de partir, à quel moment, comment il fait, pourquoi il part. Il va descendre une rivière, plus ou moins longue, il va contacter une eau salée dans un estuaire, et puis il va jouer avec l'eau de mer pendant 7 à 8 jours, il va jouer là. Il monte en surface, il descend, l'eau est plus salée au fond qu'en surface, et quand il se sent bien préparé au sel, il s'en va vers l'océan ouvert. Et nos saumons de l'Allier, il va jusqu'au Labrador, ils vont effectivement au Canada. Là, ils vont manger beaucoup de poissons et de crevettes. C'est pour ça qu'ils ont une chair rouge comme nos fauteuils. Là, c'est parce qu'ils mangent de carotène de crevettes. Et ils vont revenir. Et ils vont revenir exactement à l'endroit duquel ils sont partis. Et ça, c'est super intéressant. On a regardé ça beaucoup. On a fait des marquages de saumon. Vous avez étudié pendant 20 ans. Ah oui, 18 ans, j'ai passé à regarder. Alors, en Alaska, en Norvège, en Suède, au Chili, puisqu'ils ont été introduits au Chili, ces poissons, pendant le moment où je m'intéressais à ces poissons. Alors, ils étaient paumés au Chili, parce que les œufs sont pondus en décembre. Alors en décembre, en Europe, il fait froid et les jours vont commencer à s'allonger après Noël. Ils arrivaient au Chili, où là c'est l'inverse, il fait chaud en décembre et les jours diminuaient. Donc ils étaient entièrement paumés, les pauvres poissons. Il a fallu qu'on ait des systèmes de régulation de la lumière pour leur réapprendre, pour leurs hormones, à se repréparer à la migration. Et ces petits poissons vont donc revenir et grandir. Une femelle de saumon atlantique en France, elle peut faire effectivement 2-3 migrations. Mon record que je connaissais, c'est une femelle qui avait 9 ans. Elle a fait 3 migrations. Les mâles sont beaucoup plus épuisés par la reproduction. En général, ils ne survivent pas à la première reproduction. Donc ces poissons sont intéressants parce qu'ils sont à une charnière entre le continent et l'océan. Et ils sont très liés au changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, sur l'Allier, par exemple, on a des soucis parce que l'eau de mer se réchauffe trop tôt au mois de mai, le moment où ces saumons arrivent dans l'estuaire. Et le bouchon vaseux sur la Loire crée aussi des problèmes parce qu'il leur faut un niveau d'oxygène dans l'eau, il leur faut un niveau de salinité pas trop rapide, il leur faut de l'eau pas trop chaude, on l'a dit aussi. Donc c'est vrai qu'on est en train de recaler ces poissons. On se demande si demain on ne serait pas obligé de les mettre dans un camion à Vichy, les emmener beaucoup plus rapidement effectivement du côté de Chinon pour les laisser partir. En gros, un saumon atlantique sur la Loire, il met 8 semaines à partir de l'Allier à l'océan. Alors qu'un saumon de rivière courte en Bretagne, il peut mettre 2 jours. Hein.
À Cisin, on est à 42 km de l'océan, le lendemain, on est en mer. Donc ces poissons sont de très jolis modèles. Donc on s'est intéressé aux mécanismes qui régissent tout ça et aux relations avec l'extérieur, la température, la longueur du jour. Par exemple, ce qui est magnifique chez ces poissons, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles à l'équinoxe. L'équinoxe, vous savez, c'est 2 fois par an, ce qu'on appelle l'iso-alternance, 2 fois par an. Et j'adore faire un cours à mes étudiants le jour de l'équinoxe, à mes filles. Là. Alors j'ai les filles depuis ce matin, qu'est-ce que vous avez senti? Ben, c'est l'équinoxe. Toutes vos hormones sont en train de changer. Chez une brebis, c'est incroyablement impactant. Chez mes saumons aussi. 1 mois après, on s'en va. Vous êtes passé d'une alternance nuit longue, jour court, à une alternance nuit courte, jour long. Et ça va aller jusqu'au solstice, au mois de juin, où vous avez le jour le plus long. Et à l'inverse, bien sûr, le solstice d'hiver, un petit peu avant Noël, c'est le jour le plus court. C'est extrêmement impactant sur votre physiologie. La température de l'eau aussi, chez les saumons, c'est entre 9 et 13. Au-dessus, c'est trop chaud, en dessous, c'est trop froid. Parce que vis-à-vis de la température, le vivant a développé toutes les stratégies. Hein. Il y a un poisson antarctique qui s'appelle Trematomus. Il meurt de chaud à plus 6. Trempez votre main à plus 6, vous allez voir combien de temps vous allez laisser votre main dans l'eau. Hein. Vous aurez l'onglet très vite. Hein. Et vous avez des crevettes qui meurent de froid à 27. Donc tout existe. Vous avez des animaux d'eau chaude, d'eau froide. Et les thermorégulateurs comme l'humain, nous on a une température constante, vous n'êtes pas plus chaud ni plus froid en hiver ou en été. Mais vous dépensez une énergie folle pour garder ceci. Donc on a comparé beaucoup, bien sûr, les animaux qui ont une température constante à ceux qui ne l'ont pas. Alors pour terminer sur mes sortes de saumons, on s'est beaucoup intéressé à leurs hormones, parce que oui, comme vous et moi, ils sont des hormones. Je travaille beaucoup sur la thyroïde. La thyroïde joue un rôle fondamental chez les bébés saumons. Elle les aide à grandir, comme chez tous les êtres vivants, il y a une glande thyroïde. Elle les aide à se repérer et surtout à mémoriser leur environnement. Si jamais j'affecte la glande thyroïde, ils se perdent. Ils ne reviennent pas de la migration en mer, en fait. On s'est beaucoup intéressé au cerveau aussi. On a fait donc des tas de schémas. Et on a publié en 1993 un papier qui faisait le bilan sur tout ça. Et c'est vrai qu'ils sont emblématiques, comme l'abeille l'est, effectivement. Hein. Le saumon est un véritable révélateur, symbole de tous les changements que l'on vit aujourd'hui. Donc s'y intéresser, c'est intéressant. D'autant plus qu'il y a une industrie de production des saumons. Et c'est là que ça va poser quelques problèmes avec l'humain. C'est que quand j'ai commencé mes études, moi, il y avait 12 000 tonnes de pêche de saumon sauvage dans le monde entier. En France, on pêchait 3 000 tonnes en 1800 de saumon. On pêche 40 tonnes aujourd'hui. Vous voyez un peu les dégâts qu'on a fait. Hein. L'espèce n'a pas disparu, ce n'est pas une extinction. C'est un effondrement de la population. Aujourd'hui, la pêche mondiale, c'est 3 000 tonnes de saumon. Mais on fait, vous en mangez tout le temps, on fait 2 millions de tonnes de saumon d'élevage. Hein, on a dit en Norvège, en Écosse, au Canada, au Chili aussi. On les a même introduits maintenant en Antarctique. Ils sont en Nouvelle-Zélande et ils sont dans le sud du Chili et de l'Argentine, ce qui n'est pas sans créer quelques problèmes. Donc l'humain a tout modifié et aujourd'hui il essaye de gérer ces questions particulières. Donc le saumon, je le prends en tant aujourd'hui que symbole d'un système particulier. Et pour terminer sur les applications médicales, j'ai travaillé à un moment sur une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, qui est une maladie auto-immune, enfin particulière chez les humains, qui intéresse les gens effectivement d'ethnie caucasienne, et qui se traduit chez les bébés qui naissent mucos par des graves problèmes respiratoires, des problèmes aussi, bien sûr, de non-fabrication d'enzymes du pancréas, et puis à terme, ça se termine à 20 ans par une greffe cœur-poumon. Donc, c'est pas facile à faire. Eh bien, on a cherché le gène, parce que c'était une mutation sur une protéine qui est un transporteur de chlore. Dès que j'entends sodium ou chlore, moi, je me dis, ça, c'est l'eau de mer. Ça, c'est apparu en mer, forcément. Pourquoi est-ce qu'un humain, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle ici, pourquoi dans du sang humain, vous avez 140 millimoles de sodium et 105 millimoles de chlorure. Nous sommes le reflet, notre sang raconte l'histoire de la sortie de la vie de l'océan vers les continents il y a 450 millions d'années. On raconte cette histoire-là. Et on se croit sorti de là, on va inventer des humains bricolés, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas de sens. Si on refuse cette appartenance profonde de l'humain à la biologie de la planète, on va se planter complètement. Et pour ça, il faut tuer l'arrogance qui consiste à faire ça. Donc les saumons sont un joli modèle pour étudier ceci, et c'est pour ça qu'on a fait travailler là-dessus. Et donc sur les questions d'élevage aujourd'hui, les Norvégiens disaient cette semaine, on va quintupler la production mondiale de saumon. Le problème, c'est qu'ils sont carnivores, ces poissons. Et qu'on n'avait jamais élevé d'espèces carnivores pour l'alimentation. On n'élevait pas des chiens ou des tigres pour les manger. Ce qui veut dire que pour faire 1 kg de gain de saumon en élevage, il faut pêcher 3,5 kg de sardines, d'anchois ou de chinchard. C'est une vraie question, bien sûr, aussi, à la fois éthique, il pourrait servir à alimenter des humains, et deuxièmement, des questions alimentaires. De toute façon, c'est clair qu'aujourd'hui, il faut manger moins de poissons et moins de viande. Merci beaucoup Gilles Boeuf pour cette précision sur vos travaux sur le saumon.
Ce qui m'amène, on a encore un petit peu de temps pour réagir aussi à cet article paru hier, ce cri d'alarme de 15 000 scientifiques sur l'état de notre planète. On n'en a pas parlé, il nous reste quelques instants pour le faire. Un manifeste signé par plus de 15 000 scientifiques de 184 pays. Vous avez vous-même réagi à l'apparition de cet article. Je l'ai commenté dans Le Monde hier, oui. Et ces scientifiques nous avaient déjà alertés il y a 25 ans. Ils nous alertent à nouveau. Aujourd'hui, ils proposent un certain nombre de pistes, des pistes de changement qui peuvent nous paraître à nous assez radicales, comme arrêter de consommer de la viande. Non, ils disent pas ça. Ils disent qu'il faut en manger moins. En manger moins, une fois par semaine. On ne veut pas devenir végane. Par contre, il faut en manger moins, ça c'est clair. Et puis aussi, réguler les naissances, ça c'est assez nouveau. Ils le disent clairement dans leur proposition. Dans le manifeste qui a été repris hier après les 25 années depuis 92. En 92, on avait fait un manifeste de beaucoup moins de monde, disant effectivement le second sommet de la Terre à Rio. C'était pas le premier, c'est le second. Il y avait déjà des raisons de s'inquiéter. Oui, bien sûr. Et là, c'est là le terme biodiversité sort des laboratoires pour aller vers le grand public en 92. Donc à Rio, on fait un manifeste général. Les États étaient présents, le monde associatif aussi. Pas beaucoup les entreprises à l'époque. Ça a changé beaucoup. Moi, j'étais à 2012 aussi au troisième sommet de la Terre, où là, effectivement, 20 ans après, on a repris beaucoup de recommandations qu'on avait fait en 92. Ça n'a pas beaucoup évolué, mais en 2012, c'était moins bon qu'en 92. On a oublié l'océan, on a oublié la biodiversité. Par contre, le monde de l'entreprise a commencé à pointer l'oreille et à continuer fortement à la COP 21 à Paris. Parce qu'il faut tout ça. Pour moi, il nous faut de la recherche fondamentale que mènent les États. Vous regardez tous les prix Nobel, hein, ils ne sortent pas les prix Nobel. D'ailleurs, ils ne sortent pas des écoles d'ingénieurs, ils sortent de l'université, les prix Nobel. Je dis souvent ça, parce qu'on n'est pas formaté de la même façon. Il faut créer un petit peu de poésie, de recherche qu'on ne fait pas, effectivement, ni dans l'entreprise, ni dans les écoles d'ingénieurs. C'est effectivement la relation entre la recherche fondamentale. Après, il faut des sciences de l'ingénieur, évidemment, bien sûr. Hein. Il faut développer des arguments technologiques, ça c'est clair. Donc, recherche fondamentale, sciences de l'ingénieur, de l'État ou de l'entreprise privée. Et après, il faut l'entreprise privée. C'est comme elle qui crée les emplois. Tout à l'heure, c'est notre ami Viard qui parle de l'état de la France. Il n'y a qu'en France qu'on croit qu'un pays qui a 2000 milliards d'euros de dette va continuer à créer des emplois. Hein, ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'entreprise prenne sa place dans le débat. Les gens ont plus de temps dans leur entreprise aujourd'hui qu'à l'extérieur. Hein. Ils sont plus souvent dans l'entreprise qu'à l'église aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même extrêmement important aussi à prendre en considération. Et après, il faut les ONG qui viennent mettre un peu de piment et qui, quand ça gratte, on va intervenir. L'histoire du scandale Volkswagen a été révélée par des ONG. Donc dans l'appel d'hier, en fait, on reprend l'appel de 92 avec deux nouveautés. La démographie. Alors le premier qu'on a parlé, c'est Paul Ehrlich. Il sort un papier en 74, Ehrlich, qui s'appelle « The P-Bomb », la bombe P. À l'époque, ça va être horrible, parce que toutes les religions voulaient mettre au banc. Quoi ? Limiter les naissances. On avait dit humain proliféré, allez-y, laissez-vous faire. Vous êtes là pour dominer la nature. Ce qui est une parfaite stupidité, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que la question, c'est que le seul pays qui a légiféré pour le faire, c'est la Chine. Hein, récemment, j'étais en Chine, avec des copains chinois. Ils me disaient, en fait, les mesures chinoises qu'on a prises il y a 25 ans ont interdit la naissance d'un demi-milliard de bébés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas les mesures chinoises, on ne serait pas 7,6, on serait effectivement 8,1 milliards d'humains sur la Terre. Et c'est compliqué. 9 milliards à l'horizon 2050. Ah, parce qu'on peut voir 9 et puis 10, et puis je ne sais pas ce qu'il y aura après. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, même si je pense que techniquement, on doit pouvoir sans indéfiniment augmenter les surfaces agricoles. Il ne faut pas le faire, sinon il n'y aura plus de biodiversité. Il faut garder des zones humides. Hein, et l'océan, on ne va pas l'agricoliser comme le reste. On peut arriver à nourrir 10 milliards d'humains. C'est compliqué parce que d'abord, il y a un gaspillage monstrueux. On jette la moitié de ce qu'on produit. Commençons par regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Ensuite, alimentons tout le monde. Et là, il faut regarder la distribution de la ressource. Et c'est là que le bas blesse à l'heure actuelle. On disait ce matin, il y a 1 milliard d'humains qui meurent de ne pas assez manger, mais il y a 1 milliard d'humains qui meurent de trop bouffer, en fait. Hein. Allez aux États-Unis, vous verrez un petit peu comment ça se passe. L'obésité est aujourd'hui complètement, bien sûr, une maladie mortelle. Il y a ces bactéries que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est vrai que là, il faut retrouver de la raison. Mais la question, c'est effectivement... Alors d'abord, on n'a pas une relation directe scientifique entre le fait qu'on est nombreux dans un endroit et le bien-être. Par exemple, ça m'a beaucoup intéressé, est-ce qu'on vit plus vieux en France dans les villes que dans les campagnes ? Si la ville, effectivement, est un lieu aussi délétère, on est trop en promiscuité, ben, ce n'est pas vrai. Mais c'est masqué par l'accès aux soins, qui est notre raison. Vous mourrez beaucoup moins d'un infarctus en ville parce qu'on vous récupère rapidement qu'un type qui est effectivement à 100 km du premier hôpital. Donc, et puis en ce moment, la qualité des soins en France, elle baisse en ce moment. Elle est plus qu'elle a été. Hein. Donc c'est vrai que, on parle des médecins de proximité par exemple. Hein. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, c'est pas vrai.
N'empêche que, globalement, le nombre d'humains influe forcément sur l'état de la planète, c'est sûr. Au niveau du gaspillage que j'évoquais, au niveau aussi de la pollution qu'on évoque aussi souvent. Alors, parmi aussi les propositions des scientifiques, il y a l'éducation des enfants, l'éducation à la nature, développer leur sensibilité à la nature. Ça aussi, c'est primordial selon vous? Fondamental. Tout passe par l'éducation des petits, y compris des petites filles surtout. Hein. Je crois même que c'est plus important que celle des garçons. On ne va pas laisser les garçons sur le côté, mais... Non, mais quand même, je trouve que les petites filles en ce moment ne sont pas considérées comme elles devraient l'être. Et surtout ce harcèlement sur la femme, c'est pas sur les mecs le harcèlement, c'est très rare dans l'autre sens. On me dit ça existe, ouais, enfin on rigole bien, c'est un cas sur 100. Donc c'est vrai que là, il y a un réel problème de la relation garçon-fille depuis le début. On élève mal nos enfants. J'ai vécu une expérience aux États-Unis assez intéressante. Ils mettaient un bébé-fille sur un plan qui était plat, comme ça. Et je crois qu'il avait 6 mois le bébé. Un bébé-fille, un bébé-garçon. Ils avaient une crémaillère pour monter le plan incliné. Et exactement au même angle, quand le médecin fait la manip, le bébé-fille et le bébé-garçon commencent à brailler. Ils ont peur, ils se sentent en danger, ils vont partir en avant. Et bien, quand on met la maman à la crémaillère, elle monte plus haut son garçon et moins sa fille. Mon mec, il va être un macho terrible, il va crier moins vite que les autres. Et ma fille, non, elle va crier tout de suite, donc je ne vais pas monter le plan. Donc il y a un problème d'éducation qui est extrêmement intéressant. On a fait des manips aux États-Unis aussi, dans des grands amphis comme ça aujourd'hui, où il y a moitié fille, moitié garçon. Des mathématiques. Et dans un amphi, je dis rien. Le devoir se fait, et là on se rend compte que le devoir est aussi bon chez les filles que chez les garçons. Par contre, si je dis avant de démarrer le devoir, vous savez, c'est connu, les filles sont beaucoup moins bonnes en maths que les garçons. C'est spectaculaire le résultat. Psychologiquement, complètement. Ça a une influence. Et c'est ce qu'on dit aux petites filles. Comment aujourd'hui on amène les filles à faire des études de sciences? On leur a dit que ce n'était pas pour elles. C'est archi faux. Elles sont excellentes. S'il y a un concours dans les sciences de la vie difficile, j'ai plus de filles que de garçons. Ce n'est pas qu'elles sont plus intelligentes, elles sont largement autant intelligentes, mais elles bossent plus. Donc c'est très clair. Donc là, il y a une d'éducation des petits. Et pour revenir à la nature, les enfants sont très sensibilisés aux questions, effectivement, des petits, de l'animal, de la plante. Mais il faut tout prendre en compte. J'aimais beaucoup Michel Troisgros, tout à l'heure, quand il parlait, effectivement, du toucher, de l'odeur, de la facture, de tous les sens qui doivent être activés, effectivement. L'olfaction est fondamentale. Petit, on se souvient, on va associer à une musique qu'on a souvent entendue une activité qu'on faisait à l'époque. Et ça, on l'a oublié aujourd'hui. Il y a un très beau travail fait par Bernie Krause, un Américain, qui est le grand champion de l'acoustique, de l'écho-acoustique. Et il nous raconte, dans les forêts du Costa Rica, on va enlever un arbre sur 10. À l'œil, on ne voit rien. Quand j'enregistre les sons, ça n'a plus rien à voir. Il dit, il reste des oiseaux, mais ils ne chantent plus. Et il dit, en fait, non seulement l'humain perd plein de choses par ses bêtises de détruire la nature aujourd'hui, mais il ne s'en rend même pas compte, ce qui est encore plus stupide pour Homo sapiens. Je vais terminer sur Homo sapiens, si tu me permets. Pourquoi on s'appelle comme ça? Pourquoi on s'est appelé Homo sapiens? On est en 1758. Un Suédois s'appelle Carl von Linné. Il n'avait pas de nom, Linné, il était botaniste. Linné, en suédois, c'est le tilleul, donc Monsieur Tilleul. Monsieur Tilleul décide d'appeler les animaux et les plantes et tous les êtres vivants par 2 noms, le genre et l'espèce. Canis, canis, le chien, canis, lupus, le loup. Et il appelle l'humain Homo sapiens. Très bien. Alors qu'on avait déjà appelé des espèces Atrox, Ferox, Horribilis, Horridus, Gulo, nous on s'appelle Sapiens. Quand je lis le journal en venant ici à Lyon ce matin, je me dis quand même, quand je vois les relations entre les humains entre eux, entre les garçons et les filles pour commencer, ensuite entre les humains et les non-humains, je ne pense pas que c'est le mot que j'aurais choisi en priorité, effectivement, Homo sapiens. Donc la vraie question, et là je suis d'accord avec Edgar Morin, c'est comment, au cours du XXIe siècle, on devient sapiens. Et ce que nous dit Edgar Morin, c'est qu'il dit en fait, si on ne va pas acquérir une conscience humanitaire, planétaire, pour les 7,5 milliards d'humains, c'est fondamental, on reste homo faber, ça c'est vrai. On a un beau collant, on a une bouteille d'eau, on a des micros, on a une belle salle ici. Faber, on est très bon. On fait des tas de trucs, des robots, des machins, ça, excellent le Faber. On est pas mal démence, mais on n'est pas encore sapiens. Merci beaucoup, Gilles Boeuf. Il nous reste un petit peu de temps pour prendre des questions dans le public, si vous en avez. Je suis sûre que vous en aurez. Levez la main pour que je puisse vous faire passer le micro. Des questions? Non, pas une question? Non? On va réagir sur le texte alors. Ouais. Je voulais vous poser une question. Vous avez été assez proche de Nicolas Hulot. Oui.
Est-ce qu'il a aujourd'hui des marges de manœuvre? Est-ce qu'il peut faire passer ses idées, faire passer des lois pour essayer de freiner cette la première question, autodestruction? Nicolas Hulot, c'est pourquoi il a accepté cette fois-ci. Il avait refusé à Mitterrand. Il a refusé plusieurs fois. Il avait refusé effectivement à Sarkozy, il avait refusé à Hollande et à Chirac, oui, j'ai oublié Chirac entre-temps. Et parce là, que justement, il pensait qu'il n'aurait pas la possibilité, pas assez de marge de manœuvre. Non, je pense que, moi-même, je me pose encore la question aujourd'hui, il est mieux dedans ou dehors? Je continue à penser qu'il aurait été mieux dehors que dedans. Ça, c'est mon avis à moi. Lui, il me dit, voilà, j'ai 60 ans cette année, je me suis battu toute ma vie pour mettre au premier plan ces questions particulières. On me propose, tout à l'heure on parlait de M. Macron avec Cynthia et puis avec mon ami Viard. Bon, c'est quelqu'un effectivement qui change tout, qui a bousculé les portes. Je ne sais plus qui disait ce matin, il y a 18 mois, on le connaissait à peine. Donc il a préparé quelque chose avec un tout petit groupe, on nous parlait de 12 personnes tout à l'heure. J'ai dit pourquoi pas finalement, parce qu'il savait très bien qu'avec les éléphants antérieurs de droite ou de gauche, ça n'allait pas changer grand-chose. Donc il y est allé, avec deux gros projets, un projet alimentation. Il s'est dit, voilà, je veux changer l'alimentation des Français. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. Malheureusement, quand il s'est mis sur ce créneau-là, il a été suivi par le Premier ministre et par le Président de la République, ça a été pris en charge par le ministère de l'Agriculture. Pour moi, la France fera un grand progrès le jour où on aura un ministère unique, agriculture, pêche et environnement. Ça va complètement de pair. Là, on est en conflit en permanence. Totalement, notamment sur la question du glyphosate. Sur les pesticides, on est en conflit total. Les pesticides, c'est une pantalonnade. Ou ces produits ne sont pas toxiques, on arrête de nous embêter avec ça, ou ils le sont, ce qui est la réalité. On arrête tout de suite, pas demain. Hein, en vertu de quoi on va dire, voilà, on sait qu'on empoisonne les gens, une femme sur 6 fait un cancer du sein en France en ce moment. Ça ne va pas du tout. C'est encore les femmes qui trinquent, ça m'énerve encore plus. On a un vrai problème à ce niveau-là. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des lobbies derrière. Justement, après l'appel de 92, on avait vécu une affaire très difficile qui s'appelait l'appel de Heidelberg, où des scientifiques, entre guillemets, alors, pour les rattraper, je dirais que beaucoup d'entre eux, dont des prix Nobel à l'époque, n'avaient pas lu vraiment le texte et surtout ne savaient pas qui lançait ce texte. Et on sait maintenant, c'est raconté dans Le Monde hier soir, que ce sont des lobbies du tabac et de l'amiante. Les gens-là n'avaient aucun intérêt à ce qu'on remette en doute les questions des écologistes de l'époque, évidemment. Donc l'appel de Heidelberg contrebalançait l'appel de 92 et ça fait beaucoup de mal à l'écologie française. Hein. Vous avez vu que je sépare beaucoup, moi, l'écologie de l'écologisme. Hein. J'étais le responsable au moment de Ségolène Royal. Quelle différence vous faites ? Je vais l'expliquer. Du fait que le ministère de l'écologie, moi je ne voulais plus qu'on l'appelle comme ça. Donc j'avais dit à la ministre, on arrête de l'appeler comme ça pour deux raisons. L'écologie, c'est une science, une vraie science. C'est la science des relations entre les êtres vivants, la plus belle. Il n'y a pas de ministère de la physique ou de la chimie ou des mathématiques. Pourquoi il y aurait un ministère de l'écologie ? Et la deuxième raison qu'il a emportée, c'est que le ministère de l'écologie, on pense que c'est un ministère de l'écologisme des écologistes. Ce n'est pas ça du tout. C'est un ministère qui est là pour trancher et pour mettre en place des systèmes de régulation d'accès à la ressource, de contrôle de la surpêche, de la pollution, tout ce que vous voulez en fait. Hein. Quel type d'industrie on va choisir ? Donc c'est là effectivement que Nicolas Hulot est revenu à l'écologie solidaire parce qu'il y avait de l'idéologie, que je comprends, hein, parce qu'il a toujours été, lui, été écologiste. Et le second aspect, donc, à part l'alimentation qui lui a échappé, donc c'est vrai que sur les pesticides, on n'a quand même pas gagné grand-chose, il y avait le nucléaire, qui est un gros débat. Ce matin, Étienne Klein en a parlé, je suis d'accord avec lui. C'est pas le fait d'être pro ou anti-nucléaire. On peut être contre le programme électronucléaire d'EDF parce qu'il a été démesuré à une époque. Qu'est-ce qu'on fait des déchets ? On a dit ce matin, quel est le coût de tout ça ? Est-ce qu'on remet en état des centrales qui sont effectivement dangereuses ou qui peuvent le devenir ? Parce qu'effectivement, on produit moins de gaz à effet de serre, mais il y a un énorme problème de pollution. Et puis surtout, comment on travaille. Et la France, c'est comme spécialiste. Vous vous rappelez et par quoi on remplace le nucléaire ? Mais bien sûr, au moment de Tchernobyl, vous avez vu que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté exactement au contour de l'Hexagone. Ils ne sont pas rentrés en France, hein, les nuages russes. C'est archi faux, archi faux. On a acheté des saumons contaminés norvégiens que ne bouffaient pas les Norvégiens sur le marché français qu'on a bouffé à l'époque de Tchernobyl. Hein. Et puis surtout, la question, c'est aussi de dire qu'on est très mal informé sur ces questions-là, ça coûte une fortune. Et puis, le renouvelable, qu'est-ce qu'on fait en renouvelable ? Et quand on décide en France, il y a 7-8 ans maintenant, de lancer le renouvelable, on confie ça à deux organismes, Institut français du pétrole et Commissariat à l'énergie atomique. On se fout du monde. On se fout du monde. Et c'est là que vous, citoyens, vous devez réagir. Et je suis comme Étienne, en fait. Je ne suis pas catastrophiste parce que ce n'est pas dans ma nature. On dit des choses qui sont préoccupantes. Il faut qu'on s'en occupe. Si on s'en occupe pas, effectivement, ça risque. Parce que ce n'est pas un mur. Si c'était un mur, on le verrait, ce mur. Pour moi, c'est une espèce de marécage gluant dans lequel on va mettre un pied,
l'autre pied, la main, le nez, et puis un jour, on sera entièrement absorbé. Donc il faut qu'on s'en préoccupe, ça c'est sûr. Et il faut que tous, on y participe, y compris tous les citoyens, bien sûr, hein, les filles, les garçons, les grands, les petits, les moyens, les jaunes, les bleus, de ces questions particulières. Mais il faut absolument prendre à bras-le-corps ces questions d'énergie renouvelable, avec aussi des questions posées. Est-ce que le tout électrique à Paris en voiture, alors qu'il faut des batteries de lithium qui existent que dans les gisements en Bolivie et puis au Chili, vont résoudre les problèmes? C'est des vraies questions qu'il faut se prendre. Comment on va recycler nos panneaux solaires? Il y a des vraies questions. Et là, je pense que la bioaspiration aurait beaucoup d'intérêt à être regardée de plus près. Également dans le domaine agricole, on en parlait à l'instant avec l'utilisation des pesticides, alors qu'on pourrait là encore... Mais oui, il y a cette plaie de l'écologie, productivisme agricole. On peut changer. Certains savent faire, nous l'ont montré. Sans pesticides, on peut produire largement autant que nous. Mais il faut de la polyculture. Avec des prédateurs naturels, par exemple. Et de la polyculture. On fait du petit pois avec du blé, ça marche très bien. Certains savent le faire. L'eau. Un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau. Et on passe notre temps à souiller cette eau. C'est pas fait pour laver sa bagnole, l'eau. Troisième problème, c'est la question de la déforestation. Il n'y a pas de hiérarchie. Hein. La biodiversité qui s'en va. La surexploitation, les pêches par exemple, et puis les questions aussi bien sûr de forêts tropicales, c'est aussi la pollution. On meurt de nos pollutions, on parlait des perturbateurs endocriniens, c'est une bombe. Récemment, on disait aux USA, peut-être que ça va entraîner des désordres dans le développement du cerveau des bébés. Demain, nous serions moins intelligents. À mon avis, aux USA, ils ont commencé il y a 40 ans puisqu'ils ont élu Trump. Donc, ça fait quelque temps que ça dure, cette histoire-là. Et sur ces 6-là sont gérables. Avec de la volonté politique, de la recherche, de la technologie, on peut régler ces questions-là. Le seul où c'est trop tard, c'est le climat. On ne peut plus empêcher le climat de changer. Par contre, on peut tout faire pour réduire le problème, effectivement. Et limiter la hausse de la température. Vous parliez à l'instant de Donald Trump des États-Unis. Est-ce qu'on pourra limiter cette hausse des températures sans les États-Unis, sans le soutien de la principale puissance mondiale ? De toute façon, Trump, c'est 4 ans. Hein. Je ne pense pas qu'il repasse quand même. Il a passé 1 an, il reste 3 ans. Bon, bah, effectivement, ça, c'est les aléas des oscillations des systèmes. Hein. On a un Trump pendant 3 ans. Mais on perd du temps alors qu'on en a beaucoup. C'est clair. Mais la campagne de Clinton n'a pas été bonne non plus. Tout à l'heure, quelqu'un a dit très justement, heureusement que Macron était là. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait autrement? Aux USA, c'était 2 trucs qui étaient un petit peu compliqués. J'aurais préféré 1000 fois infiniment plus que Mme Clinton passe, évidemment. Ceci étant dit, bon, on va avoir un recul. Ce qui me gêne le plus, c'est au niveau des banques de données qui sont surtout aux États-Unis. Et Trump veut stopper l'observation de la Terre par la NASA. Alors qu'aujourd'hui, je dirais que les 3/4 des données qu'on a sur le climat sont obtenues par les satellites. Hein. Donc c'est vrai que là, il y aurait un recul certain. Pour lui, c'est une dépense inutile, tout ça. C'est ce qu'il dit, bien sûr. Et puis, il est misogyne, c'est un type horrible. Hein. Comment des femmes ont pu voter pour un type comme ça? Expliquez-moi. Je comprendrais, je les aime, mais là, je ne comprends pas comment elles ont voté pour un type comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a des vraies questions qui sont posées. Sur le climat, il faut qu'on s'en préoccupe. Mais il ne faut pas que le climat cache tout le reste. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de principal? C'est la destruction de la nature. On la détruit. On la pollue, on dissémine tout partout et on la surexploite. Donc, en fait, et ce sera ma conclusion pour cet aspect-là, il faut qu'on tue une économie actuelle, et là je pèse mes mots, qui consiste à faire du profit en détruisant la nature, en la surexploitant. Si on sort de là, ouais, on a nos chances pour faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Bien, merci beaucoup Gilles Boeuf. Ce sera le mot de la fin, sauf s'il y a une dernière question du public. Vous passez le micro. Excusez-moi. Parlez fort. Je vais essayer de relayer la question. Je peux y aller ou est-ce qu'il y a une autre personne? Alors attendez, il y a d'abord la question d'une jeune fille que je ne vois pas, mais quelque part. Tout à fait. Et on prendra ensuite votre question. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans votre présentation. Néanmoins, je voudrais revenir sur quelque chose. Vous avez beaucoup insisté sur le rôle de l'agriculture et de l'alimentation dans les changements liés à la biodiversité. Je suis totalement d'accord avec vous, je partage ce constat. Néanmoins, je suis d'accord qu'il y a énormément de choses qui sont faites en France, notamment avec la financiarisation de l'agriculture, l'accaparement des terres, etc. Mais c'est quelque chose qui se fait aussi de manière massive dans les pays du Sud. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le cas des femmes africaines qui vont cueillir leur bois et qui participent à la déforestation. Mais je tiens à souligner quand même le fait que de nos jours, la déforestation dans les pays du Sud, que ce soit en Afrique ou en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine, elle se fait de manière très essentielle par l'agro-industrie de pays du Nord qui font des accaparements de terres massifs, notamment des accaparements de terres forestiers, pour participer pour faire de l'agriculture qui va être
ensuite envoyés dans nos pays. Donc je voulais connaître un peu votre avis. Je ne sais pas si vous êtes la bonne personne pour en parler, mais votre avis sur la... Non, parce que vous êtes biologiste. On peut en parler. Je vais beaucoup en Afrique qu'en Amérique du Sud. Sur la responsabilité des organismes financiers, parce qu'il y a beaucoup d'organismes financiers, par exemple comme l'Agence française de développement, qui finance des projets comme ça qui sont énormément destructeurs socialement et aussi environnementalement parlant. Donc ça, c'est peut-être la première chose sur laquelle je voulais avoir votre avis. Et aussi la responsabilité des organismes internationaux comme l'ONU, par exemple, qui se doit, à mon avis, de faire passer des traités plus contraignants pour les entreprises des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud. Alors, et la deuxième chose que je voulais dire juste avant que vous me répondiez, c'est plus une remarque que réellement une question. C'était très sympa ce que vous avez dit sur les femmes, etc., et les jeunes filles. Néanmoins, je pense que vous serviriez mieux la cause des femmes si vous ne parliez pas de vos étudiantes comme de vos petites filles. En fait, je pense que si les femmes ont besoin de ne pas être paternalisées. C'est parce que je les aime, mais les filles et les garçons aussi. Hein. Okay. Absolument. C'est parce que, en fait, j'ai 2 filles et 3 petites filles. Vous voyez, donc j'assimile un peu. Elles ont le même âge, mes filles, maintenant que mes étudiantes. Donc ça reste très gentil. Ce qui est vrai sur le rôle des femmes, c'est qu'elles ont une perception différente. On avait calculé à la COP le fait que le changement climatique allait entraîner pour elles des milliards d'heures de travail en plus pour simplement aller chercher de l'eau. Et quand ces jeunes filles vont chercher de l'eau, elles n'ont pas de salaire, elles ne vont pas à l'école, elles ne sont jamais propriétaires en Afrique des terrains sur lesquels elles travaillent et en plus elles font des mauvaises rencontres en route. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc elles ont un rôle absolument essentiel. Sur la déforestation aujourd'hui, c'est pas que les multinationales. Hein. Je peux vous assurer que c'est aussi beaucoup le fait de ces millions de personnes qui n'ont pas accès à d'autres énergies que d'aller chercher du bois. Chaque fois qu'un Malgache ou chaque fois qu'un Tahitien coupe un arbre, il s'appauvrit un petit peu plus. Il faut leur expliquer. Je travaille beaucoup à Madagascar. Il y a 109 espèces de lémuriens à Madagascar. Sans arbres, ils ne pourront pas survivre. Vous allez dire, on s'en fout des lémuriens par rapport aux humains. Le problème, c'est qu'ils vont commencer à les manger et il n'y en aura plus. Donc c'est vrai que la relation est très difficile à prendre. De toute façon, on ne peut pas faire du développement sans les Africains. Alors pour revenir aux banques, il n'y a pas que l'AFD, il y a aussi la Banque de développement africaine. C'est comme son boulot, elle. Hein. C'est la première grosse banque en Afrique qui est basée sur la Banque mondiale aussi. Et quand des organismes financiers me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, j'ai financé des systèmes qui sont bio. 2 chiffres en France. L'aide européenne à l'agriculture productiviste, 7,5 milliards d'euros par an. Au bio, 160 millions d'euros. Voilà, en bio, le bio est trop cher, c'est une vraie question. Et sur les pays en voie de développement, c'est sûr que ces questions de financiarisation sont essentielles. De toute façon, moi, je trouve qu'on a beaucoup trop pensé à la place des Africains. Je mets beaucoup d'espoir dans ce qui peut se passer en Afrique. De toute façon, il est clair pour nous qu'on a une seule solution. Si on veut empêcher ces migrations qu'on vit aujourd'hui, on doit tout faire par nos finances, nos moyens techniques, sans penser à leur place et sans développer une agriculture qui n'aurait pas bonne. Il y a comme des agronomes français qui savent travailler en Afrique. Tout faire pour qu'ils ne partent pas. Dès qu'ils sont partis, c'est trop tard. Ces gens-là n'ont pas du tout envie de nous envahir. Hein. Simplement, ils partent parce qu'ils n'ont plus le choix. Je me rappelle cette jeune femme, c'est encore une femme, je suis désolé, à Madagascar, qui me disait « J'ai fait 800 km à pied de Tuléar pour aller vers le nord. Chaque jour, j'arrivais chez quelqu'un qui était déjà là. » Elle débarque dans une île que le muséum gère pour des lémuriens, mais les lémuriens n'ont rien dit. Quand je suis passé sur l'île, c'était terrible pour moi, parce que, je veux dire, à l'armée, ils ne peuvent pas rester là. Ils ne peuvent pas rester là. J'aurais accueilli cette femme avec sa famille, mais demain, il y aurait eu 10 familles ou 15 familles. J'avais plus de lémuriens. C'est très compliqué. Et l'écologie sur le terrain, elle est quand même pas simple. Mais vous avez raison hein, sur le rôle des femmes. Et sur le rôle de l'ONU ? L'ONU, pour moi, n'a aucun pouvoir aujourd'hui, de toute façon. Donc, l'ONU est de moins en moins puissante. Quand on voit que les Américains sont retirés de l'ONU, c'est plus ce que c'était. Moi, je suis membre du bureau d'IPBES. IPBES, c'est l'équivalent du GIEC Climat pour la biodiversité. On perd notre temps dans des tas de choses. Par exemple, on va passer une journée à discuter si on travaille en euros ou en dollars. On s'en fout. C'est pas notre boulot à nous, écologues. Alors que le GIEC a pu avancer beaucoup mieux que l'IPBES parce qu'ils existaient avant que l'ONU ne s'en mêle. Donc je ne suis pas toujours sûr que l'ONU puisse effectivement résoudre ces questions particulières. Il y avait une dernière question, monsieur ? Oui. C'est plus une remarque qu'une question en fait. J'ai suivi avec attention vos MOOC, enfin un MOOC dans lequel vous avez été intervenant, et j'aurais aimé savoir si vous pouviez peut-être en parler un petit peu de ces programmes d'éducation populaire, si vous voulez, qui me semblent super intéressants pour... Voilà, sur les MOOC. Les MOOC, c'est quelque chose en ligne, qui a été lancé effectivement dans beaucoup de pays, mais en France, c'était très peu passé parce que ça ne plaisait pas aux universités et aux écoles d'ingénieurs. Donc on les a lancés. Alors c'est l'UVED. L'UVED, c'est l'Université virtuelle pour le développement durable, qui était en fait un consortium d'universités françaises, qui a lancé ça. Et donc moi, j'ai animé le premier MOOC sur la biodiversité il y a maintenant 3 ans.
On a eu 8000 inscrits qui ont passé l'examen, donc il faut quand même le faire. Hein. Et là, le deuxième vient de s'achever, c'était donc biodiversité et changement global. Donc moi, j'avais fait le teaser, et j'interviens régulièrement en tant un petit peu que fil rouge dans le déroulement. Alors, beaucoup de sciences humaines et sociales, parce qu'aujourd'hui, autant il nous faut des sciences de l'écologie, des maths appliquées, de la biologie, de la physique, de la chimie, dans la connaissance des systèmes, mais il nous faut surtout demain, pour les résolutions de problèmes, de la sociologie, de l'anthropologie, et puis aussi, bien sûr, de la philosophie. Hein. Donc c'est vrai que et dans ces MOOC, on essaie de faire un petit peu tout ça. Donc ils sont en ligne, vous allez sur le site de l'UVED et vous suivez les séances, ça doit durer une douzaine de semaines. Vous avez un petit examen par semaine. Et les gens sont très enthousiastes. On a eu 9000 inscrits cette fois-ci. Là. Il y a un petit peu sur tous les domaines, dont le changement climatique. Merci beaucoup, Gilles Boeuf.